Ravi de vous retrouver pour le journal. Bonsoir, voici le sommaire. Les douanes à l'honneur, l'Organisation mondiale des douanes célèbre aujourd'hui l'importance de l'administration douanière dans l'économie des pays membres. Une délégation de la Banque mondiale sur les chantiers du projet COSO dans l'Atakora. Le projet vise à faciliter le vivre ensemble au Bénin. Des fonds de soutien pour les étudiants en situation de handicap, c'est le ministère des Affaires sociales et de la microfinance qui leur tend la perche. Journée mondiale de la douane et de l'éthique, c'est aujourd'hui 26 janvier. Un événement parrainé par l'Organisation mondiale des douanes, une institution qui regroupe 150 États membres. Son siège social est à Bruxelles, en Belgique bien sûr. Ariane Da Silva. Ils sont au front, jour et nuit, pour accomplir leur mission. Tout d'abord fiscale, puisqu'ils perçoivent des droits et taxes. Dans le prolongement de cette obligation, les douaniers ont un rôle économique. Création d'un environnement propice à l'activité de production, mais aussi à la promotion du commerce licite. Les douanes prêtent aussi assistance à d'autres administrations par l'application de réglementations particulières pour leur compte. Et c'est pour tout ceci qu'elles sont célébrées chaque année le 26 janvier, une journée mondiale de la douane et sur l'éthique qui met en lumière les efforts des disciples de Saint Matthieu qui travaillent dans les administrations douanières du monde. Une occasion de rappeler leur contribution à la sécurité et à la prospérité des collectivités. Rentrée économique du secteur privé, l'événement est organisé sur l'esplanade de l'Amazone. Il est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Quels sont les enjeux d'une telle rencontre pour les opérateurs économiques? Gloria Oni, Alexis Segbemo. Réunis au pied de l'Amazone, le secteur privé béninois se réinvente pour sa rentrée économique 2025. Et c'est sous le mot d'ordre de la synergie des atouts potentiels de l'environnement économique que diverses organisations professionnelles du secteur privé veulent aborder 2025. Notre vision, c'est de faire un secteur de l'artisanat inclusif et performant. Nous rêvons d'un secteur des métiers de l'artisanat où chaque acteur joue un rôle actif et complémentaire. Un secteur où la femme artisane a les mêmes opportunités que ses pairs et où les jeunes trouvent les voies professionnelles épanouissantes. Le secteur privé béninois est la clé de notre croissance durable et inclusive, avec sa résilience et son dynamisme qui propulsent l'économie face aux défis locaux et aux opportunités internationales. Pour mieux dynamiser leurs activités en 2025, les acteurs de l'écosystème privé ont d'abord identifié les défis bravés l'année écoulée, principales complaintes, difficultés d'accès aux opportunités. Une bonne nouvelle cependant, dans des études projetées sur 2025, cette année-ci démarre sous des perspectives prometteuses. Cette troisième édition de la rentrée économique témoigne de la volonté de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin de susciter la convergence des différents acteurs publics comme privés autour d'un défi commun, la croissance inclusive au Bénin. Comment faciliter le vivre ensemble au Bénin? Pour le projet de cohésion sociale, la solution passe par une série d'initiatives. Le projet a lancé plusieurs chantiers. Dans ce cadre, une délégation de la Banque mondiale est allée constater l'évolution des chantiers dans le département de l'Atakora. La délégation a noté avec satisfaction la forte implication des communautés. Jean-Claude James. À l'école primaire publique de Bonigoro dans la commune de Wassapenko, l'équipe de la Banque mondiale découvre une infrastructure en cours d'achèvement suivant l'approche DCC, développement conduit par les communautés.
un module de 3 salles de classe avec magasin, réfectoire, rampe d'accès et latrine. Merci beaucoup à toute la population pour la forte mobilisation aujourd'hui. Il est très impressionné. Il remercie le préfet, il remercie le maire. Et il est aussi content depuis le processus de sélection des sous-projets jusqu'à la réalisation. Et il espère vraiment que vous allez le finir en beauté et que vous allez vraiment profiter de ce sous-projet-là. Il ne faudrait pas que ces infrastructures restent comme ça et puis les enfants aillent en exode rural. Donc je voudrais vraiment inviter les parents, surtout les filles, qu'on envoie tous les enfants à l'école. Même si des parents ne s'entendent pas et que leurs enfants se visitent, se fréquentent, ça doit aider à ce que ces parents puissent se rapprocher. De retour de Penko après 38 km, la délégation découvre à Kouandé un autre sous-projet Kozo. Le point d'eau sacré Sakaré de Basselou, totalement aménagé, et le reboisement autour. Une autre belle surprise. J'ai vu beaucoup de projets de développement communautaire, mais je dois avouer ce que j'ai vu ici au Bénin et aussi chez vous, que la participation vraiment de tous les différents groupes est très très forte chez vous. Et comme vous savez, c'est très important pour promouvoir la cohésion sociale. C'est impressionnant et je veux vous féliciter tous. Très satisfait pour l'évolution, mais il y en a plus à faire dans l'avenir. Ce n'est que le début. Donc c'est pour encourager les communautés à continuer dans cette démarche avec l'accompagnement de l'État. C'est un défi pour nous que vous, tel que vous êtes assis là, vous êtes tous ensemble, vous êtes un. C'est ce que le chef de l'État veut pour notre pays. Que partout on est, qu'on ne sente pas qui est Peul, qui est Bariba, Gourmandier, on s'en fout. Et je vais vous inviter à travailler pour l'entretien de ce site-là. Ce que vous avez demandé comme aménagement, considérez à partir d'aujourd'hui que c'est comme si c'est déjà fait. Après le Bénin, ces experts de la Banque mondiale poursuivent leur mission dans un autre pays bénéficiaire de Kozo. Et quand le résultat sur le terrain force l'admiration, on exprime spontanément sa joie, même si on a besoin d'un peu de cours pour bien maîtriser les pas de danse. Éléonore Yahi Ladécan à l'université de Parakou, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, est allée apprécier les actions de la communauté universitaire. Elle en a profité pour recueillir aussi les attentes de l'ensemble du personnel. Voici le compte-rendu de Silver Savi, soutenu par des images d'Alexis Assogba. Elles sont venues s'imprégner de la gestion de la première mandature de l'équipe en place depuis 2022. Les deux ministres ont apprécié le niveau d'exécution des cahiers de charges et surtout les résultats obtenus en 3 ans. La place des formations est devenue une place centrale dans les préoccupations du gouvernement et dans les PAG, la mission qui a été confiée à notre ministère ainsi qu'aux universités ou aux centres de formation à tous les niveaux, c'est revu, densifié, restructuré. C'est justement l'occasion que notre ministre de tutelle, nos ministres nous donnent de discuter des pas posés durant ces 3 dernières années, de discuter de nos difficultés et de réfléchir avec nous sur les perspectives. On retient que le développement d'une nation repose sur un bon capital humain. J'ai noté l'engagement de cette équipe rectorale, l'engagement total en termes de conviction, en termes d'implication dans ce qu'ils sont en train de faire. Nous pouvons constater des résultats qui sont à leur actif, mais qui sont également à l'actif de toute la communauté universitaire, des enseignants, du personnel et même des apprenants. Et ça demande des efforts incroyables pour obtenir ce que vous avez obtenu dans les conditions qu'on connaît. J'ai apprécié réellement que vous ayez fait ce bon qualitatif. Je voudrais vous exhorter à continuer de la sorte parce que c'est ça qui va beaucoup plus leur sécuriser l'envol de demain.
Tout ceci vise à améliorer la qualité de la formation et donner aux étudiants les aptitudes à l'auto-emploi. Après la séance de travail que vous venez de suivre, Eleonore Yaïla Dekan et Sedami Medega Fagla sont allés visiter le site agropastoral de l'Université de Parakou. À l'occasion, le recteur de l'Université de Parakou a rappelé la nécessité pour les étudiants en agronomie de joindre la pratique à la théorie. Bertrand Bokos-Obossi est au micro de Silver Savi. Durant 21 ans, ce site n'a pas connu d'activité académique, mais depuis 2022, l'équipe rectorale et l'ensemble des doyens, nous avons décidé d'occuper le site en développant des activités académiques. Des activités académiques qui mobilisent les étudiants, les enseignants et l'administration. Et nous avons commencé par la faculté d'agronomie. On ne peut pas avoir un site de 501 hectares à 8 km de Parakou et former les agronomes tels qu'on les formait. Nous avions décidé de les former autrement et lorsque 3 ans d'investissement, vous accueillez les 2 responsables qui sont à la tête donc, de l'enseignement supérieur, vous ne pouvez pas imaginer notre joie, c'est un grand soutien. Vous avez vu l'état de la voie. C'est 8 km, je ne peux pas vous dire la peine des collègues et des étudiants. Et donc si on a un vœu cher, un vœu très cher, c'est que le gouvernement nous aide à aménager cette voie. Parlant d'études, évoquons ce geste du ministère des Affaires sociales et de la microfinance au profit des étudiants en situation de handicap. Le ministère vient de leur allouer des fonds. Une nouvelle qui suscite beaucoup de joie chez les bénéficiaires. Génial Afouda, Mossi Agboka et Igor Ayoso. 65 étudiants vivant avec un handicap reçoivent chacun un appui financier d'une valeur de 100 000 francs CFA. Cette action du gouvernement béninois confirme une fois de plus son engagement à créer des conditions favorables à l'inclusion des personnes vivant avec un handicap. C'est déjà une grande chose et une joie qui m'anime, mais également tous les étudiants handicapés, que ce soit à l'université d'Abomey-Calavi, à l'université de Parakou. Parce que vous savez, nous avons aussi besoin de cette enveloppe pour pouvoir subvenir aux besoins de l'étudiant. Et ça nous permet de faire les déplacements, de prendre le ticket resto et bien d'autres choses dans les amphis. C'était avec grande joie que j'ai eu l'information. C'était même une surprise parce que il y a longtemps que nous avons eu de ces allocations. Et quand c'est venu à un moment où on en avait tellement besoin. Ça a été une grande joie pour moi d'avoir bénéficié de ce fonds. Moi, je suis très contente pour ce geste que le gouvernement a fait à notre endroit. Il nous a donné de l'argent parce que nous avions par le passé espéré que cet argent puisse venir pour pouvoir nous aider, mais nous n'avons pas eu. Mais aujourd'hui, nous l'avons reçu et je suis très très contente. Je remercie le président de la République et aussi la ministre des Affaires sociales. Les bénéficiaires de ce financement ont eu à remplir des formalités administratives au niveau des guichets uniques de protection sociale de leurs localités respectives. S'en sont suivis l'étude et la validation de leur dossier par la commission interministérielle en charge de la mise en œuvre des mesures d'inclusion des personnes vivant avec un handicap. Marquons à présent un arrêt au carrefour abattoir à Papato-Plébé. C'est un carrefour en pleine métamorphose grâce à la réorganisation de son plan de circulation. Il faut dire qu'à ce carrefour, les travaux du projet accès et traversée de la ville de Cotonou évoluent à bon rythme. Voici un aperçu du chantier avec Jérôme Humbo.
Un projet novateur pour l'amélioration des conditions de vie des populations de Kouamassé. Il s'agit du projet Quartier Lewa. Il a été officiellement présenté aux bénéficiaires avant-hier à Ouida. Il prend en compte la construction d'une cité écologique privée. C'est une cité dotée de plusieurs commodités. Mathieu Sokenou, Arnaud Adadja nous présente ici le contenu du projet. Ici à Kouamassé, cette coupure de ruban suivie de déballage de stèles signale l'érection prochaine de ce chef-d'œuvre architectural. Pourquoi pas nous, un quartier? Et c'est ce que nous allons faire. Mais pour réussir ce projet, nous avons besoin de vous tous, non seulement pour acheter bien sûr nos lots, mais pour nous accompagner. Ces enfants d'Afrique choisissent le Bénin, la terre des ancêtres de certains parmi la vingtaine d'actionnaires de T-World Investment, comme le point de départ de la concrétisation du rêve de l'Afrique de demain. Il était une fois une femme, une mère, une sœur d'ascendance africaine qui avait un rêve. Et un jour, elle s'est dit, je vais faire un quartier où se rejoignent tradition et modernité, présent, passé et avenir. Ce projet m'a choisi, je ne l'ai pas choisi et je ne cesse de le répéter. Donc je savais que ce projet allait aller jusqu'au bout. Il s'agit du quartier Lewa. Lewa, en langue nationale fon, qui est une des langues les plus parlées au Bénin, veut tout simplement dire retour. En anglais, on dira le comeback. Destiné à 500 personnes, sur cet espace sont prévus des tiny houses, villas, appartements, espaces de jeux divers, restaurants, complexes scolaires et pharmacies. Pour nos enfants afrodescendants, il y aura la paix pour eux. La présence de ce député venu tout droit des Caraïbes témoigne de l'envergure de ce projet où 6000 m² sont réservés uniquement à l'écologie. C'est ce qui ressort de la séance de travail précédant la descente sur le site. C'est dans la logique de votre réunion ici d'investisseurs noirs qui montrent la fierté de pouvoir travailler ensemble. Quand on voit que le président de Talon s'est déplacé en Martinique, quand on voit qu'il y a eu récemment un sommet lié aux États de la Caraïbe, ici au Bénin, quand on voit les Vodun Days, quand on voit la volonté de votre peuple béninois de se rapprocher du peuple de la Caraïbe, et quand on voit par ma voix la volonté des Caraïbes de se rapprocher de la terre-mère, eh bien, je peux vous dire que j'ai décidé, et ça c'est de façon tout à fait personnelle, de pouvoir solliciter la nationalité béninoise. www.quartierlewa.com est l'adresse du site de ce rendez-vous du développement où tout Africain sans exclusion de nationalité caribéenne ou africaine répond présent. Voilà des images qui nous ramènent au Vodou Days. Les souvenirs sont d'ailleurs vivaces dans les mémoires du côté de Kandi. Témoignages recueillis par Judikaël Ayena et Ousmane Baparapé. Sur le plan manifestation, sur le plan touristique, je crois que c'est une réussite totale, quand bien même j'ai des regrets de n'y avoir pas pu participer, parce que je suis un fan de tout ce qui est quand même touristique. Donc sur cet aspect, je crois que chapeau et félicitations au gouvernement. Mais pour certains faits de trucs nationaux, de la fête des religions traditionnelles, des religions endogènes qui étaient vues comme une fête réellement nationale, à Vodou Days, il y a quelque chose de restriction qui est entré dedans dans la tête de certaines populations. Au départ, on croyait que c'est de l'amusement. Au départ, on croyait que c'était le gaspillage ou bien c'était une perte de temps. Mais ce que nous avons vécu, un événement qu'il faut encore, s'il faut le dire, reprendre à nouveau ou même décréter une semaine de célébration, parce que la culture, sinon vous voulez, les cultures du pays ont été vraiment révélées et on se disait vraiment d'où est-ce qu'il a eu l'idée, parce que c'était fort comme action. Dans un premier temps, il faut dire qu'il y a un sentiment de fierté qui m'anime, parce que le président de la République, son Excellence Patrice Guillaume Talon,
a su organiser, n'est-ce pas, cette manifestation culturelle qui a drainé assez de monde pour les éditions à venir, afin que cela soit un événement qui concerne tous, en allouant à chaque commune un fonds dédié à la culture, à l'écotourisme, n'est-ce pas, pour que, à l'échelle micro, chaque commune puisse exhiber ce qu'elle a de profondément culturel, d'écotouristique à la face du monde. C'est dimanche, prenons les nouvelles de la toile avec Stanislas Limpon. Cette semaine, une affaire de harcèlement sexuel en milieu universitaire provoque une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, le rappel des conditions de transport du charbon de bois et du bois de chauffe suscite l'incompréhension chez certains internautes. Suivons. Un parent d'étudiante aurait porté plainte contre un enseignant de l'université d'Abomey-Calavi, l'accusant de harcèlement sexuel envers sa fille. C'est une rumeur que les réseaux sociaux raffolent. Des internautes prennent la défense du parent et de la présumée victime. Selon eux, l'acte brise le rêve de beaucoup d'étudiants, surtout les femmes. Un Béninois s'est particulièrement illustré dans la dénonciation du fléau. Dans un texte qu'il a intitulé « Lettre à Monsieur le Président de la République », ce citoyen raconte tristement le vécu de ses proches. « Papa Talon, j'ai vu fuir de l'université des futurs grands et grandes scientifiques, géomètres, des calés en gestion des banques et finances, des futurs médecins, révèle-t-il entre autres à travers sa longue lettre. Aux dernières nouvelles, les autorités compétentes se seraient saisies du dossier. L'enseignant, présumé harceleur, aurait été suspendu. L'autre sujet qui a aussi provoqué des réactions sur la toile est la note circulaire de la Direction générale des eaux, forêts et chasses publiée le 17 janvier 2025. La note stipule que pour l'autoconsommation, le transport du charbon de bois est limité à 2 sacs et pour les bois de chauffe, un ster. Mais partout, il faut d'abord détenir un titre de transport délivré en ligne. L'annonce a suscité une incompréhension. Dans la foulée, un communiqué du 22 janvier vient en appui. Pourtant, des internautes se posent 1000 questions, expriment des inquiétudes. Il y a trop de lois ces derniers temps-ci, se désole un Béninois. Un autre ironise. Il ne reste qu'un décret sur ceux qui pètent également. Rectificatif, c'est un arrêté interministériel datant de 2009 qui fixe ces conditions. Rien de nouveau donc, réagissent d'autres Béninois bien informés. Loin de ce dossier, l'eau potable, devenue une denrée rare à Akpakpa, alimente également les discussions. Via un SMS, la SONEB a compati aux difficultés de ses abonnés de cette partie de Cotonou. La société en charge de la distribution du liquide au Bénin leur a suggéré de constituer des réserves d'eau la nuit en attendant l'augmentation de la production en juin 2025. Le SMS atterré sur Facebook a déclenché une vague d'indignation. Des internautes déversent leur bile empoisonnée. L'eau appartient désormais à celui qui se lève tôt à Akpakpa, écrit un homme, visiblement un Cotonois d'Akpakpa. Un autre réplique. Même si tu veilles la nuit, tu ne récoltes même pas la moindre goutte du précieux liquide. Dans cette ambiance, la descente des autorités gouvernementales sur le terrain a fait écho. Un plan d'urgence a été annoncé. Ce plan devra mettre fin les prochains jours au calvaire des habitants d'Akpakpa et de Semekpodji. Depuis cette annonce, la tension a semblé baisser sur Facebook.
De la toile, nous revenons sur terre ferme avec cette nouvelle déconcertante du côté de Glazoué. Dans la nuit du 25 janvier 2025, une collision entre une camionnette et un minibus a fait de nombreuses victimes. Le bilan est lourd, 8 morts et plusieurs blessés, dont certains graves. Une cellule de crise a été mise en place et cela, nous le verrons avec le maire de Glazoué, joint au téléphone dans nos prochaines éditions. Le mois de janvier est consacré à la célébration du sport féminin. À l'occasion, nous vous proposons un zoom sur de jeunes footballeuses de Parakou. Elles donnent le meilleur d'elles-mêmes pour s'imposer dans la discipline. Voici les talentueuses de l'équipe Elite Athletic Club. Déborah est étudiante en 2e année d'espagnol à l'université de Parakou. Au-delà des études, elle défend les couleurs du Bénin à l'international. Capitaine de l'équipe de foot Elite Athletic Club, elles sont nombreuses, ces jeunes femmes comme Déborah, qui excellent dans cette discipline. Je m'habitue. Quand je vais à l'école, souvent les matins et les soirs, je ne vais pas parce que je viens à l'entraînement. Quand l'entraînement c'est le matin je ne vais pas au cours. Et le soir, je vais au cours. J'apprends les polycopes et je m'en sors dans les compositions. Il faut savoir s'organiser. Courage, travail et persévérance. Courage, travail et persévérance, ces joueuses professionnelles ambitionnent d'aller plus loin. C'est grâce au foot que j'ai connu plusieurs pays. Abidjan, avec l'équipe nationale. Au Togo aussi, avec l'équipe nationale. Et je pense qu'avec d'autres clubs, on a été au Ghana, à Yamoussoukro. Je suis déjà avec l'équipe actuelle. Avoir un contrat professionnel, c'est ce qu'on souhaite. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Et j'apprécie aussi mes joueuses qui se sont données au foot et qui ont l'engagement et qui ont la foi de jouer. Elles ont des rêves, des ambitions, des projets d'avenir. Ces joueuses internationales sont une fierté tant pour leur club que pour le Bénin. Les infos hors du Bénin, c'est le monde en bref avec Christelle Tongodo. Des combats intenses aux portes de la grande ville de Goma ont repris ce dimanche dans l'est de la République démocratique du Congo entre l'armée congolaise et le groupe antigouvernemental du M23 qui est soutenu par le Rwanda et son armée. Dans l'est de la RDC, tous les sites de déplacés situés à environ 10 km au nord de Goma ont été entièrement évacués par leurs occupants. Les habitants fuient en masse vers Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Cette nouvelle vague de déplacement vient exacerber une situation humanitaire déjà critique dans la région. Les infrastructures d'accueil à Goma, déjà saturées, risquent d'être insuffisantes pour répondre aux besoins des nouveaux déplacés. Depuis 2 ans, les pêcheurs de la rade de Brest, à la pointe ouest de la France, ne ramassent plus les obus de la Seconde Guerre mondiale remontés dans leur drague. Un refus qui n'est pas sans conséquences sur l'environnement. Maintenant, on a donc un ordre d'intervention qui couvre l'ensemble de la durée de la campagne de pêche à la coquille Saint-Jacques pour gagner encore plus en réactivité et intervenir plus rapidement sur les navires de pêche qui seraient amenés à déclarer la découverte d'un obus dans leur engin de pêche. Donald Trump célèbre sa première semaine à la Maison-Blanche dans un casino de Las Vegas où il prononce un discours axé sur sa proposition d'exempter les pourboires des taxes fédérales, particulièrement populaires dans une ville tournée vers l'industrie hôtelière. Les Bélarusses commencent dimanche à voter pour l'élection présidentielle destinée à réélire pour un 7e mandat consécutif Alexandre Loukachenko au pouvoir depuis 1994 en l'absence de toute opposition tolérée. C'est la fin de votre journal. Merci de nous préférer.